Merci beaucoup. Euh, Monsieur le député, conseiller régional, cher Paul, cher Patrice, président de la communauté de communes, chers collègues maires et élus municipaux de Questembert et d'ailleurs, monsieur le capitaine Lucas, chef du centre d'incendie et de secours de Questembert, monsieur le major Ludovic Prigent, de la caserne de gendarmerie de Questembert, messieurs les sapeurs-pompiers de qualité, messieurs gendarmes dans le groupe grade d'égalité, mesdames et messieurs, chers amis, quel plaisir. C'est très émouvant pour moi parce que, de fait, 2 années de privation sur ces vœux. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette première cérémonie des vœux depuis juin 2020 et notre arrivée à la commune, à la tête de la commune. Il y a une toute petite crise sanitaire qui a bloqué quelque peu ces moments officiels et conviviaux. Et la cérémonie des vœux est celle qui allie les deux. Je le disais hier chez Serge qui a démarré le bal pour la communauté de communes. C'est une cérémonie extrêmement importante parce qu'elle montre à la fois la démocratie et la vitalité de la commune. Dans notre volonté de renouvellement de cette cérémonie, on a préféré dédier un temps particulier aux nouveaux arrivants que l'on accueillait habituellement ce jour. Et cet accueil se déroule maintenant le jour du forum des associations dans un cadre un peu plus direct et un petit peu moins formel que celui de cette cérémonie. Cette cérémonie reste évidemment un temps fort, c'est pour ça que vous êtes, vous les représentants des associations, des commerçants, les agriculteurs, les entreprises de la commune, les représentants des forces de sécurité et des pompiers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un temps fort qui permet d'échanger entre les élus notamment, et puis vous, notamment pendant le pot convivial qui aura lieu après. Le protocole de cette cérémonie sera un tout petit peu bousculé parce que vous savez que normalement on fait dans un certain ordre quand on a notamment des députés, mais Paul devra nous quitter parce que l'agenda des cérémonies est une sorte de jeu d'acrobatie dans tout le pays de Vannes. Je pense qu'il va y avoir au moins un jour où il y a 6 cérémonies de vœux le même jour, donc à un moment donné, c'est plus possible. Notre sénateur Joël Labbé s'est donc excusé, puisqu'il y a les vœux de Golfe-Morbihan à l'agglomération à Saint-Tropez aujourd'hui. Et Paul devra rejoindre nos amis de Pluerlin juste après, où se trouvera Marie de Coterf, ma binôme, en tant que conseillère départementale de ce canton. Le déroulé sera simple, avec le discours pour la commune, celui de notre député, donc, et Patrice pour la communauté de communes, et après quelques mots pour le département. Nous conclurons par une remise de médailles de la ville par les élus présents avec moi sur l'estrade. Donc, cérémonie des vœux, au-delà du plaisir qu'elle nous procure en tant que conseillers municipaux, conseillers délégués, adjoints et moi-même, un plaisir de passer ce moment agréable avec vous, c'est évidemment le moment de faire un bilan et de se projeter. Alors, allons-y, sans plus tarder. D'un point de vue général, notre équipe Questembert 2020, construisant ensemble notre territoire, nous avions résumé notre objectif assez simplement et sur quelques thèmes pour une ville dynamique, attractive et accueillante. Le premier sujet était de mettre le citoyen au cœur de la cité en renforçant notre lien avec le monde associatif, revigorant les comités consultatifs, les réunions publiques, des ateliers spécifiques chaque fois qu'il est nécessaire, des questionnaires pour pouvoir être au plus près des attentes sur chaque sujet significatif. Et nous avons agi en ce sens de manière très intense depuis notre arrivée. Merci à tous les élus et tous les citoyens qui participent de plus en plus nombreux à ces sollicitations. C'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, la preuve de la vitalité de notre commune. Agir collectivement pour le bien vivre ensemble, c'était notre deuxième règle de vie communale, celle sur laquelle on est parti. En maintenant les réunions quartier l'année dernière dans des temps difficiles en termes de Covid, en organisant de nouveaux événements culturels collectifs, populaires, en soutenant les initiatives commerçantes et associatives, nous avons renoué avec un lien vital pour notre ville. Merci Jackie Chauvin, notre premier adjoint à la vie citoyenne, association et personnel communal, avec le concours de l'équipe sport, notamment. Merci Janine Magré, adjointe en charge des solidarités intergénérationnelles, logement, handicap,
relations avec les commerçants et les artisans, et notamment le comité commerce et marché. Merci à Sylvaine Texier, adjointe à la culture, animation et tourisme, ainsi que le comité culture et les équipes municipales, pour les nombreuses actions, les nombreuses rencontres qui ont vu aboutir ce renouveau communal que tout à chacun peut percevoir au quotidien. Un autre thème était développer nos mobilités sur le territoire et mener notre transition environnementale. On l'a vu cet été. Les choses changent de manière de plus en plus violente pour nous. Je pense ici aux sapeurs-pompiers qui ont été extrêmement sollicités comme jamais l'été dernier. Avec un schéma communal des mobilités douces validé à l'automne dernier qui inclut de nouveaux aménagements, nous sommes au rendez-vous de cet enjeu, mais beaucoup sera encore à faire. Évidemment, le plan climat qui est à l'œuvre au niveau communautaire est aussi important dans ce domaine. Nous avançons face à ces enjeux. Parfois, nous trouvons que nous n'avancerons pas assez vite, mais nous avançons. Merci à Alain Louis qui n'est pas là ce matin puisqu'il garde la mairie avec notre agent qui fait l'accueil le samedi matin, adjoint à l'environnement, ruralité, cadre de vie, et au groupe de travail mobilité douce qui, depuis plus d'1 an, travaille sur ce schéma des mobilités. Sur l'environnement, on sait que l'alimentation est aussi un sujet très important, d'autant plus que l'activité agricole est majeure sur notre territoire. Et donc merci à Valérie Géano, adjointe en charge de la politique de l'enfance, des affaires scolaires et du multi-accueil, qui, avec le comité École périscolaire vie citoyenne des enfants, a travaillé sur l'élaboration du dernier cahier des charges de la restauration collective et qui, d'ores et déjà, avec les équipes municipales, travaille avec le GAP 56 et une association de nutritionnistes à se projeter différemment sur la construction et l'élaboration des repas pour nos élèves et nos enfants du territoire. Un autre point qui était important pour nous était réduire les fragilités sociales, et c'était un moteur fort de toutes nos actions, même celles qui ont été citées précédemment. En mettant en œuvre l'espace France Service, et je suis sûr que Patrice en reparlera dans son discours, le CIA et le CIAS à l'échelle intercommunale, nous sommes au rendez-vous de cette thématique de la fragilité sociale. Et là, je tiens à remercier tous les élus communautaires qui bossent sur ce sujet-là, avec Jean-Pierre Galudec qui n'est pas là ce matin, mais évidemment qui est lui président du CIAS, le CCAS de Questembert, qui évidemment concours du CIAS, fut l'un des plus importants hors agglomération vantaise et lorientaise depuis très longtemps. Lors du dernier mandat, il a subi quelques coupes d'effectifs que nous ne cautionnions pas à l'époque et qui a pu mettre en péril sa pérennité. Nous tenons bon et probablement que des projets commenceront à poindre rapidement. Merci Janine, car le Centre communal d'action sociale est un sujet de l'ombre que l'on ne voit pas, qui est moins flamboyant que le reste, mais qui est tout aussi important. Évidemment, l'adjoint qui n'est pas nommé sur ce bilan, et il y en a d'autres que je nommerai plus tard, c'est l'adjoint finance, parce qu'évidemment, lui, il n'a pas de projet à porter particulièrement, mais c'est évidemment un travail plus technique, avec l'appui des services de la direction générale et de la direction des finances, celui de préparer le budget, de nous amener aux arbitrages. Merci Maxime pour ce travail probablement plus ingrat que d'autres, mais tout aussi important. Voilà pour le bilan un petit peu général, et pour éviter de passer sur l'ensemble des projets que nous avons menés pour l'instant, je vous propose de regarder une petite vidéo, qui ne va pas durer très très longtemps, sur lequel vous verrez une petite rétrospective de ce qui s'est passé depuis 2 ans, depuis notre arrivée. Alors évidemment, on voit les images évoluer avec l'arrivée des masques et la disparition des masques. On espère bien que ça se maintienne comme ça. Alors de 2022, je vais essayer de retenir que 3 sujets parce qu'il y en a beaucoup. Le premier, c'est l'aménagement carboné. Qu'est-ce qu'il signifie l'aménagement de carboné? Il signifie qu'on met en accès une des dernières grandes zones constructibles de la commune. C'est-à-dire que c'est à peu près 150 à 160 habitations. Et cela signifie un peu la fin de l'urbanisation classique, historique, telle que notre commune la connaît depuis
fort longtemps. Donc c'est un lotissement individuel. Cet aménagement était strictement nécessaire. On en a profité pour effacer les réseaux. Je vois Raymond pour le SIAP qui a évidemment participé de la structuration de cette zone. Et donc je tiens à remercier Jean-Pierre Lemételli, qui est adjoint aux travaux et à l'urbanisme avec le comité consultatif aménagement du territoire pour le suivi de ce chantier, parmi d'autres évidemment. Carbonnet, ça montre aussi le dynamisme démographique de la commune. Les 2 dernières années ont été à bien des titres exceptionnels sur ce point. Alors la crise Covid a probablement accentué ce phénomène, mais il n'empêche que le léger ralentissement que fin 2022 a pu apparaître n'est pas encore majeur. Deuxième sujet pour cette année 2022, la poursuite de la difficile restructuration de l'école élémentaire, qui devrait se terminer au printemps prochain. Difficile parce que c'est une restructuration. Alors, il est toujours plus aisé, plus agréable, voire même plus satisfaisant de construire de nouveaux bâtiments. Il n'empêche que la transition écologique va nous obliger de plus en plus à revoir nos plans sur ce point-là. Un projet qui démarre avant que nous arrivions aux manettes. Difficile aussi parce que quand on est en restructuration, on soulève le tapis, j'aurais tendance à dire, et on découvre des choses qu'on n'a pas toujours identifiées au démarrage. C'est un projet à plus de 3 millions d'euros qui va se terminer prochainement et j'espère qu'on fera une belle inauguration. Je dois remercier à ce titre Patrick Ponce, notre conseiller délégué à la sécurité au bâtiment, pour l'accompagnement quasi quotidien qu'il a sur ce chantier. Jean-Pierre travaille aussi sur ce sujet, mais étant encore en activité, Patrick fait ce travail de main de maître, et Dieu sait qu'avec tous les nombreux corps de métier qui travaillent sur ce genre de chantier, le sujet n'est pas aisé, et puis des dépassements de budget apparaissent toujours dans les travaux de construction, mais s'agissant d'une rénovation, c'est encore plus marquant. Mais on le fait toujours avec un seul objectif, l'intérêt de nos élèves dans cette école. Dernier sujet que je garderai pour 2022, le projet du cimetière. Sujet issu d'une longue réflexion qui démarre dans les années 90, qui a eu ses nombreuses vicissitudes à la fois techniques et politiques. Le travail qui a été fait par les élus du groupe de travail, qui sont des élus des trois forces politiques qui dirigent la commune, a eu lieu pendant plus d'1 an, a abouti à une grande opération de communication pour expliquer ce qu'était ce sujet. Et puis, la fin de la consultation avec la population qui a répondu présente à cette demande, et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc je veux remercier ici tous les élus du groupe de travail, et encore une fois un peu particulièrement Janine, qui n'a pas compté ses heures avec les services pour finaliser le très très complexe travail pour préparer cette consultation. Alors, que dire de l'avenir qui se profile devant nous en cette période incertaine économiquement? Taux d'inflation que la France n'a pas connu depuis très longtemps, des tensions sur les énergies inédites depuis les années 70, avec un ajout qui est beaucoup plus fort, qui est celui d'une crise géopolitique sans précédent depuis la fin de la guerre froide. Des tensions fiscales avec une tentation toujours plus grande de la part de notre gouvernement de centraliser les prélèvements fiscaux de manière à nous mettre d'un certain point de vue sous tutelle. Et le travail budgétaire en ce sens est primordial, et Paul, j'imagine, en parlera tout à l'heure. L'année dernière, nous avons opéré, pour ce qui est de la commune, une réorganisation en interne, avec l'arrivée d'un nouveau directeur général des services et la fusion des services administration financière et ressources humaines. Sujet important s'il en est, quand on sait que sur un budget de fonctionnement sur une commune, c'est bien la conjonction des dépenses de fonctionnement, tant sur les ressources humaines que sur les ressources autres, que se joue l'enjeu budgétaire. Donc l'objectif est pour nous sans équivoque, il l'avait été dès le démarrage, c'est la maîtrise budgétaire dans ces temps de crise. Je dois dire que dans le Morbihan, on a la chance d'être pour la plupart des communes sous l'exercice collectif de Morbihan Énergie pour la gestion de nos contrats d'énergie, gaz, électricité, ce qui nous a permis d'être sous un bouclier, non pas
national, mais un bouclier local, il se pourrait que ça ne dure pas concrètement, puisque le contrat arrive à échéance à la fin de l'année prochaine, à la fin de l'année qui est devant nous. Pour autant, ça va nous obliger à réfléchir concrètement à nos dépenses d'énergie, notamment sur les futurs investissements. Mais une maîtrise budgétaire au service d'une population et d'un projet est plus importante au service du projet qu'au service uniquement du budget. La commune a des finances saines et saura faire face à ces temps incertains qui sont devant nous. Tout simplement, nous aurons probablement des arbitrages à faire à certains moments. Dans ce cadre, et c'était un engagement de campagne, nous avons maintenu nos taux d'imposition communaux, contrairement à ce qui peut se dire à droite et à gauche. Je le redis, notre taux d'imposition foncière n'a pas bougé. Et c'est le levier unique de la commune, quasiment. Et nous resterons sur cette modalité-là parce que il y a d'autres moyens et c'est une manière de tenir bon face à cette centralisation qui nous est imposée. Pour 2023-2026, nous travaillons régulièrement notre plan pluriannuel d'investissement et les projets qui vont être évoqués rapidement aujourd'hui en font partie. Et je remercie de manière générale les services de la commune qui travaillent à préparer tous ces projets. En termes de mobilité, le schéma déjà évoqué est en cours de planification maintenant. Il s'oriente sur 3 axes différents. Les zones urbaines, avec notamment les premiers travaux sur la rue Joseph-Lebris à Alain-le-Grand, qui auront lieu à l'été prochain, avec la prise en compte des enseignements tirés de l'expérimentation qui est en cours depuis le mois d'août. Un projet à 685 000 €, où on est encore avec de l'effacement de réseau, puisque à chaque fois que nous intervenons, l'objectif c'est d'enterrer cette myriade de fils que l'on a dans nos territoires. Le schéma directeur, évidemment, c'est aussi en zone périurbaine. La réfection de la rue du Maguero de Boccaran intégrera également ces mobilités douces. Il faut systématiquement allier la voiture et les mobilités douces, vélo, piétonne, mais on parle aussi de tout ce qu'on appelle population à mobilité réduite. Les poussettes en font partie finalement. 702 000 € sur 2 ans sur ce projet. En termes d'équipement public, je l'ai dit tout à l'heure, la longue restructuration de l'école est bientôt finie. Cela bouclera une période de travaux de 6 ans entre la construction de l'école maternelle et la rénovation de l'école élémentaire. Je l'ai dit, tout n'a pas été un long fleuve tranquille sur ce projet. C'est le lot des chantiers en restructuration. Les dépassements de budget sont classiques. Ce budget devrait atterrir à 3 700 000 € pour la partie école élémentaire. L'inauguration au printemps sera un moment majeur de la commune et ce sera l'occasion de saluer aussi nos prédécesseurs qui ont travaillé, qui ont concouru à la création de cette école. Un pump track, équipement de loisirs. Alors j'avais le plaisir de voir que la commune de Limerzel hier était sur la même volonté d'offrir à sa population et notamment aux jeunes qui manquent de ce genre d'équipement sur une commune comme la nôtre. Donc ce pump track viendra compléter le City Park mis en place en 2018 pour un budget approximativement identifié à 150 000 €. Un pump track, donc c'est, vous le voyez derrière, c'est la version, on va dire, revisitée de ce qu'on appelait un skatepark, parce que là on ouvre les usages beaucoup plus. Et souvent, c'est aussi plus verdoyant, et donc c'est un peu plus intéressant. Ce pump track, vous pouvez le voir, on parlera de la démocratie tout à l'heure, intègre une consultation qui est en cours par les services. Un autre sujet qui devrait commencer à voir le jour cette année, une piste d'athlétisme. Alors, une piste d'athlétisme, c'est un sujet important, surtout sur une ville comme Questenberg où on a une association extrêmement dynamique, des associations sportives de nos collèges et lycées extrêmement dynamiques, participation régulière du collège Jean-Loup Chrétien au championnat de France, des associations scolaires. La constitution d'un dossier solide nous permettra de valider ou non cet investissement à condition que les cofinancements soient là. On est sur ce genre d'équipements qui sont des équipements qui coûtent excessivement cher.
Et là, le travail de nos services avec l'entreprise qui nous accompagne, le cabinet d'études, est primordial pour arriver à déterminer le bon niveau d'investissement et le bon niveau de cofinancement, le département, l'agence du sport, la région, puisque, évidemment, cette piste aura un usage au scolaire avant tout. En termes de solidarité, je l'ai exprimé en préambule, le CCS a souffert dans la période précédente, et à l'heure où les inégalités sociales grandissent. Les tensions sur le logement n'ont jamais été aussi grandes en Bretagne depuis 40 ans. Les difficultés de recrutement de la filière médico-sociale sont immenses, que ce soit dans le domaine associatif, public ou privé. Il est essentiel d'affirmer haut et fort, ici, même à Questembert, que l'enjeu de maintenir un service d'aide à domicile communal est crucial. Ailleurs sur le département du Morbihan, des communes se désengagent, laissant une partie du travail au monde associatif et privé, qui fait très bien son travail, mais qui est lui-même en difficulté de recrutement. Il est donc urgent de maintenir cet outil. Avec le multi-accueil pour la petite enfance et la résidence autonomie, le parcours des plus petits jusqu'à la fin de vie concourt au bien vivre ensemble à tout âge sur notre territoire. Nous avons lancé depuis 6 mois un projet de logement avec le concours de partenaires publics majeurs comme le PF et le dorénavant fusionné établissement public Morbihan Habitat, des partenaires associatifs comme le CLARPA et la MICEP qui, si les planètes s'alignent, répondront à une mixité de besoins importantes de logement pour les jeunes actifs, pour les personnes à revenus faibles et les personnes âgées isolées de notre territoire. Ce projet, comme tous les projets de logement, sont des projets à long terme, 2, 3, 5 ans. Le retard pris, pas seulement dans le Morbihan, mais un peu partout sur le logement, ne doit pas nous faire baisser les bras, et c'est pour ça que nous agissons dorénavant fortement sur ce sujet. Une déclinaison concrète de ce que nous souhaitons faire de l'intergénérationnel dans notre ville, et nous espérons un projet entre 30 et 50 logements sur ce territoire. Environnement. En termes de sobriété, nous avons décidé de nous inscrire dans une démarche portée par l'ADEME et dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, qui permettra, si nous sommes retenus, une évaluation systémique de tous nos bâtiments publics en termes d'usage et de fonctionnement. Le schéma communal de notre patrimoine immobilier et énergétique serait un outil significatif pour les 10 prochaines années. Cela viendra compléter le formidable travail mené par les prédécesseurs lors de la mise en œuvre du réseau de chaleur, de l'espace Beau Soleil avec la piscine intercommunale, que ce soit communal ou intercommunal. Le fonctionnement de ce réseau de chaleur est un exemple, et je dois dire que cette année, nous avons accueilli des élus de Golfe Morbihan à Vanaglo qui sont venus voir ce beau, très très beau équipe, très très belle équipe. Nous poursuivons la démarche Ville et Village Fleuri, qui mêle embellissement et démarche environnementale. C'est une démarche de long terme et les services sont extrêmement motivés sur ce sujet. Les échanges que j'ai avec les services départementaux sur ce sujet-là sont extrêmement enrichissants et je profite de la tribune là pour féliciter les nombreuses communes de notre territoire. On est un des territoires, je parle de la communauté de communes ou du canton, qui est le plus dynamique sur cette thématique-là. Évidemment, on connaît la Vraie Croix et Rochefort-en-Terre, Lausanne, qui sont les fers de lance de cette thématique. En matière de production énergétique sur la commune, c'est compliqué. Évidemment, comme pour tout sujet de production énergétique, on le voit régulièrement dans les médias. Et suite à un café citoyen de novembre dernier, un collectif de citoyens que nous appelions de nos vœux pendant la campagne électorale semble voir le jour. Si sur la base des expériences des communes avoisinantes, Séné, Bégane et ailleurs encore, il pouvait y avoir une plus grande autonomie électrique, cela serait un atout significatif pour la commune. La ville ne sera pas en reste. En partenariat avec Morbihan Énergie, nous sommes actuellement en cours d'élaboration d'un projet sur notre centre technique afin d'y poser des panneaux photovoltaïques qui nous permettraient peut-être d'atteindre un niveau d'autonomie significatif au niveau électrique. Sans dévoiler ce qui est encore actuellement à l'étude, nous avons cette belle ambition de décarboner notre développement. Pour l'environnement, l'année 2023, je l'ai dit tout à l'heure, a été le symbole de notre vulnérabilité face à la ressource en eau. La ressource en eau,
Ça sera un sujet, et je ne doute pas que le syndicat d'eau travaillera encore pour accompagner la population à réduire sa consommation. J'étais en discussion hier sur le sujet avec quelqu'un qui travaille à la SOR depuis peu et qui regardait les chiffres. Le département du Morbihan, et spécifiquement notre territoire, est plutôt très avancé sur la lutte contre les pertes en eau de notre réseau, avant que ça arrive chez vous dans vos maisons. Donc c'est à signaler. Il y aura probablement encore des sujets à traiter, mais on est plutôt bon sur cette thématique-là. La ressource en eau, c'est aussi une tension en termes de biodiversité. On a vu que quand la sécheresse se fait présente, comme cette année, les incendies sont nombreux, mais c'est aussi une difficulté pour la faune et la flore de nos rivières. L'avenir de la zone de ces lacs, longtemps repoussé, devra être traité. Engagé au titre de la GEMAPI, compétence communautaire déléguée à nos syndicats de bassin versant, et avec Haut-et-Vilaine, dès le prochain conseil municipal, nous aurons à nous prononcer sur le lancement de l'étude concrète dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement des 10 ans du bassin versant du Saint-Éloi. Et la population de Questembert sera sollicitée dès 2023 pour orienter les choix communaux en matière d'aménagement de notre cours d'eau du Saint-Éloi. En matière de démocratie, que ce soit en termes participatifs, collaboratifs, citoyennes, peu importe le terme, le travail engagé par l'ensemble des élus de la majorité municipale est, de mon point de vue, exemplaire. Et le regard porté par les collègues maires que je côtoie au conseil départemental, à l'association des maires du Morbihan, ou lors de rencontres beaucoup plus informelles, nous conforte mutuellement que l'engagement que nous avons pris depuis juin 2020 pour cette mise en œuvre de cette démocratie est le seul moyen de faire remuer la population avec ses élus et sa politique. À ce titre, je citerai la mise en place de la commission agricole, qui permet d'échanger de manière très informelle sur des sujets hautement importants pour cette force économique vive sur notre territoire. La revigoration des réunions de quartier, évidemment, le Covid nous a bien pénalisé là-dessus. Et surtout, je l'ai dit, le succès de la consultation citoyenne sur le cimetière avec plus de 40% de participation, alors même que ce sujet, on peut l'imaginer, ne peut ne pas passionner la foule intégrale d'une commune, notamment s'agissant des plus jeunes. Ce succès nous donne encore plus d'énergie pour continuer dans cette voie, pour le bien de la ville, pour ses citoyens. Je l'ai dit tout à l'heure, une ville n'est bien gérée que si elle maîtrise son budget, mais cette compétition n'est évidemment pas exclusive. Un projet communal se positionne sur un temps long. Le déficit de réserve foncière effectué durant les 6 dernières années nous amène à une situation qui est difficile pour mener des projets. Nous y remédions pour planifier de manière plus ambitieuse, sérieuse et raisonnable les projets attendus par les habitants. C'est environ 400 000 € qui pourraient être mobilisés sur les prochaines années pour aller faire de la réserve foncière. Je citerai les 2 achats que nous avons faits depuis que nous sommes arrivés, la maison Le Borgne le long de la place du 8 mai, le terrain David juste derrière le stade ici, le stade et la Scodelle, qui sont évidemment importants pour pouvoir se projeter. Les thématiques abordées aujourd'hui sont vastes et nous ne pourrons pas les aborder seuls. Les autres collectivités intercommunales, départementales, régionales et l'État nous accompagnent au quotidien et j'en profite ici pour les remercier parce que sans cela, une commune n'est rien. Je profite aussi de ce moment pour les remercier dans la gestion de la crise sanitaire qui a été, les échanges ont été riches et positifs et je rappelle qu'ici même c'est situé le premier centre de vaccination éphémère hors agglomération et Belle-Île du département suite à la volonté commune de Questembert Communauté, de Questembert et de l'ARS pour avancer sur ce sujet-là. Un projet politique n'est rien sans l'engagement de tous. Je pense évidemment aux élus, aux citoyens, mais aussi aux agents du service public. Bien souvent décriés, je veux réaffirmer ici notre attachement aux services publics, communaux et autres, qui montrent leurs compétences, leur énergie, au service de tous et de l'intérêt général. La somme des intérêts particuliers, comme le dit souvent Janine, n'est pas l'intérêt général. Je dis bien au service de tous et de l'intérêt général. Un grand merci
à eux. En conclusion, chères concitoyennes, chers concitoyens, et avant de laisser la parole à Paul, notre député conseiller régional, je dirais qu'Estembert a décidé de reprendre son rôle de moteur du territoire. Il nous faut l'assumer pour le bien des citoyennes et des citoyens. Les nombreux défis qui sont devant nous sont à la fois inquiétants, mais nous avons l'énergie et du coup nous les abordons de manière enthousiaste. Qu'Estembert reprend sa place. Je regardais dans le pays de Vannes, si on écarte un tout petit peu la carte simplement, nous sommes la 6e ville en termes de population. Évidemment, Vannes, Saint-Avé, Séné, Tex et Sarzeau sont devant nous, mais nous sommes la 6e ville sur un pays qui est la zone la plus dynamique démographiquement de tout le Morbihan. L'équipe municipale qui représente aujourd'hui est fière de renouer avec l'avenir même quand celui-ci est incertain. C'est avec une énergie positive, un engagement joyeux, j'ose le dire, dans toutes nos réunions, que le conseil municipal et moi-même vous présentons donc nos meilleurs vœux, les vœux de la collectivité, qu'elles soient à la hauteur de vos ambitions, nos ambitions communes, et surtout qu'elles soient bienveillantes à l'égard des plus faibles, car c'est bien pour protéger les plus faibles que nous sommes là également. Bonne année à tous, bonne santé. Mesdames, Messieurs, donc, de nombreux présidents d'associations, chefs d'entreprise, élus, comme je vois nombreux, sous l'œil bienveillant évidemment de la maréchaussée qui est juste devant moi, et puis les pompiers évidemment. Donc, mesdames, messieurs, et vous, Questembertois et Questembertoises. Donc, c'est effectivement, on a été un peu sevrés pendant 2 ans de vœux. Et donc on reprend là, alors moi je reprends un marathon forcément, puisque 86 communes, alors je ne peux pas faire les 86 communes, ce serait impossible, surtout quand il y a une dizaine d'invitations à la même heure, le même jour, c'est un peu compliqué. Mais bon, on essaye comme ça de tourner et puis d'aller dans différentes communes. Alors, je crois que l'année 2022 est quand même une année assez charnière. Assez charnière pour différentes raisons. Bon, une pandémie, comme il en arrive une fois par siècle à peu près. La dernière, c'était en gros la grippe espagnole en 1917. Et puis deux petites choses qui me paraissent quand même emblématiques. La première, c'est que le réchauffement climatique dont on nous parlait, et qui est à l'œuvre depuis au moins une bonne vingtaine d'années, cette année, on l'a clairement vu, avec des températures assez exceptionnelles. À 40 degrés, par exemple, moi je n'avais jamais connu ça. Bon, je ne suis pas hyper vieux, mais enfin quand même, je ne suis pas de première jeunesse. 40, et puis dernièrement, là, fin décembre, 15 degrés, c'est quand même des températures particulièrement élevées. Et si on veut avoir une période de froid avec pas mal de gel, eh bien, il faut revenir maintenant au siècle dernier. Juste une anecdote, mais en 1962, on a eu une vague de froid, on en a même eu plusieurs dans l'hiver, et qui ont duré. L'étang de Plerbel, petite pièce d'eau, 7 km de long, 1 km de large, était entièrement gelé. Les gens traversaient à pied. Il y a même des gens un petit peu, peut-être pas très prudents, ont traversé avec une 2 chevaux. Et la 2 chevaux n'est pas tombée au milieu de l'étang. Donc c'est pour vous dire qu'on a eu des périodes vraiment de froid, et on les a plus. Donc ça nécessite non seulement de se poser des questions, mais d'agir. Et alors c'est vrai que, bon, j'ai vu, chaque fois qu'on peut éviter finalement de dépenser du carbone, eh bien, il faut le faire. Donc les plans qui sont faits avec des plans vélo, etc., ils ont tout leur sens, en particulier dans une ville comme Questemberg. Alors au niveau de la région, on a développé particulièrement le TER, puisque en une dizaine d'années, on a doublé le nombre de personnes qui le prend. Pour autant, là, on est dans une difficulté technique, parce que le cadencement des trains, c'est-à-dire que les trains, on ne peut pas les augmenter à un moment donné, quand ils sont sur la voie, il faut qu'il y ait l'espace nécessaire pour que les trains puissent s'arrêter. Ça ne s'arrête pas facilement.
Donc c'est la SNCF qui fait ça. Et le problème, c'est que sur la ligne sud, on ne peut pas pour l'instant mettre plus de trains qu'il n'y en a. Parce que je sais qu'il y a des demandes. Et pourquoi? Parce qu'on a une difficulté sur le barreau entre Redon et Rennes. Et donc le cadencement des trains est fait par finalement l'endroit où on est le plus coincé, on est obligé de faire baisser en fait la vitesse des trains, donc moins de trains qui passent. Ça, c'est une chose. Au niveau de la rénovation thermique ou au niveau des pistes cyclables, alors c'est vrai que la région, puisque je suis conseiller régional, je parle un peu aussi de la région, quelquefois quand les communes ou les intercommunalités veulent des subventions, on leur dit « Ah oui, mais votre bâtiment, là, il faut au moins 40% de gains thermiques si vous voulez avoir une subvention de la région. » Alors quelquefois, il y en a qui grognent un peu, je sais bien, mais c'est quelque chose qui me semble tout à fait nécessaire, surtout quand on voit aujourd'hui l'augmentation des fluides, le gaz, le pétrole, etc. Donc finalement, c'est peut-être des investissements à un moment donné, mais on va se récupérer finalement sur la consommation tout simplement de la chaleur. Donc c'est parfois, alors même chose pour les pistes cyclables, on demande à ce qu'elles soient reliées les unes aux autres. Parce qu'on ne peut pas avoir une piste cyclable à un moment donné, ça s'arrête, il n'y en a plus, donc vous comprenez bien qu'il y a aussi une question de sécurité. Donc voilà pour cet aspect, le réchauffement climatique, il est là, il est déjà là, largement, et probablement que l'augmentation de la température est plus rapide que ce qu'on avait pu imaginer au départ. La deuxième chose, c'est que finalement les impérialismes au niveau mondial sont revenus, si je puis dire, sur le devant de la scène, encore que je ne sais pas s'ils avaient franchement disparu. Mais la guerre en Ukraine nous rappelle que finalement la Russie voudrait bien rester au moins dans les frontières de l'URSS, et avec l'Ukraine ils sont tombés sur l'os, sachant que notre ami Poutine n'est pas franchement un grand démocrate, c'est même un dictateur, et qu'avec ces gens-là, on ne sait jamais jusqu'où ils peuvent aller. Alors, juste pour attirer votre attention, vous savez qu'il y a une enclave russe en pleine Union européenne. Ça s'appelle le port de Kaliningrad, et c'est juste à côté de la Lituanie. Quand on a une enclave d'un pays dans un autre comme ça, c'est en général des difficultés et des chicaneries qui font que c'est difficile à gérer. Donc après l'Ukraine, où notre ami Poutine se serait-il arrêté? Alors ça nous pose effectivement un certain nombre de problèmes, parce qu'on avait trouvé que le gaz sibérien n'était pas cher du tout, même si ça faisait de l'effet de serre, c'était pas cher. Sauf que là aujourd'hui, effectivement, il faut trouver d'autres moyens de pouvoir faire de l'énergie. Et donc les énergies renouvelables, par exemple, ont toute leur place, évidemment. Même si en France, on est avec des difficultés administratives assez importantes, juste un petit exemple, en gros, quand on veut faire des éoliennes offshore au Danemark ou en Allemagne, ça prend 3 à 4 ans, chez nous, ça prend 10 ans. Donc à un moment donné, il faut aussi se poser des questions, de faire les bons investissements qui sont bons à la fois pour la planète et qui sont bons aussi pour développer des filières industrielles chez nous. Alors, sur cette question, nous sommes dans un monde assez incertain au niveau international. On a parlé de la Russie, mais il y a aussi, on peut dire, une nouvelle guerre froide qui est en train de se mettre en place. C'est une confrontation entre la Chine et les États-Unis. Alors, en quoi ça pourrait nous impacter? La Chine est le pays atelier du monde aujourd'hui. On a bien vu avec les masques, par exemple, que les commandes que nous faisions en Chine n'ont pas pu être honorées. Donc, on s'est retrouvé sans masque. Mais la Chine, c'est aussi des composants électroniques. C'est tout un tas de produits manufacturés. C'est aussi nos médicaments. Donc en fait, on a quelque part laissé un certain nombre de filières industrielles être développées en Chine. Pour gagner 3 francs 6 sous, on leur a fait des contrats, et finalement on s'est retrouvé démunis. Donc là, il y a vraiment une question de réindustrialisation et d'autonomie européenne, parce que je pense que ça doit se faire à l'échelle européenne, à l'échelle française, ça me paraît un peu juste.
d'autonomie sur des médicaments, sur des produits stratégiques. Parce que sinon, on peut se retrouver effectivement avec des difficultés d'approvisionnement comme on en a aujourd'hui sur les médicaments, par exemple. Donc ça, je pense que c'est le rôle de l'Europe aujourd'hui, et d'en finir avec une mondialisation un peu béate qui... Je souris un peu parce que à un moment donné, tout le monde a pensé que si on passait à une économie libérale, on aurait aussi des régimes politiques libéraux. On a vu que finalement, l'économie libérale s'arrangeait très très bien de la dictature, ça posait aucun problème. Avec deux grands pays un peu emblématiques, c'est la Chine et c'est la Russie. Quand on voit comment la Chine gère sa population, c'est quand même un peu inquiétant. Et quand on voit ce qui se passe par exemple avec les Ouïghours, c'est encore plus inquiétant. Donc c'est des types de régimes que je ne souhaite à personne. Alors sur les questions, je dirais, d'habitude je fais plutôt des choses qui sont plus concrètes, mais là je pense que l'année 2022 a quand même été très marquante à ce niveau-là. Sur les questions qui sont des questions dont Boris a parlé également, la question du logement, parce que on vient de terminer finalement une campagne électorale des présidentielles et des législatives. J'avais fait campagne sur le thème du logement, sur le thème des déserts médicaux, et puis le thème des retraites, qui s'était invité dans la campagne électorale. Alors sur le logement, parce qu'effectivement on voit bien que les tensions qui sont sur la côte ont tendance à remonter dans nos territoires et à faire que les maisons sont de plus en plus chères, que les terrains sont de plus en plus chers et que les loyers sont de plus en plus chers. Et donc ça plombe évidemment le pouvoir d'achat. Alors c'était déjà évident avant, mais alors aujourd'hui je pense que ça atteint des proportions qui font que ceux qui n'ont pas de patrimoine ne peuvent pas en avoir. Et je pense en particulier à tous ceux qui sont ce qu'on appelle les primo-accédants, les jeunes qui essayent d'avoir leur maison, etc. C'est particulièrement compliqué. Alors, la première chose que j'ai essayé de faire, en fait, c'est dans le budget rectificatif. Alors, j'ai été un des premiers, parce que on en avait discuté pas mal dans la campagne, et c'est vrai que ça donne des idées quelque part. Et on avait, alors, les amendements que j'avais été proposés ont été rejetés lors du projet de loi de finances rectificatif du mois de juillet, mais je suis revenu à la charge évidemment lors du projet de loi de finances d'octobre, novembre, décembre, et là un certain nombre de collègues effectivement ont fait la même chose, parce qu'ils ont les mêmes problèmes chez eux. Les zones tendues, comme on les appelle en France, elles sont quand même extrêmement nombreuses, c'est-à-dire qu'elles touchent toutes les côtes, qu'elles touchent toutes les régions touristiques, je pense aux montagnes, et c'est un vrai problème. Alors la première chose, c'était de mieux définir les zones tendues. Parce que si on écoutait le ministère, il y avait une zone tendue en Bretagne, c'était l'agglomération nantaise. Il n'y en avait pas ailleurs. Donc les îles, la côte, c'était pas tendu. Bon. Alors pourquoi zone tendue? Parce que ça permet aux maires de prendre un certain nombre de mesures pour limiter, par exemple, les logements de courte durée, pour limiter aussi la spéculation, pour qu'on n'ait pas des... Ça permet en fait de pouvoir éviter la spéculation de gens qui achètent pour revendre et de faire une plus-value. Donc un certain nombre si vous voulez, d'armes ont été données, et un des exemples emblématiques aujourd'hui, c'est la ville de Saint-Malo. Parce que c'est aperçu à Saint-Malo que finalement les gens achetaient carrément des appartements entiers pour faire de l'Airbnb. Ce qui n'est pas du tout, si vous voulez, la philosophie de l'Airbnb au départ, qui était que quand vous aviez une chambre où eh bien, vous la louez par exemple de temps en temps, etc., c'est pas du tout la même chose que de faire un appartement et de faire que des chambres pour des gens qui sont de passage. Et on pouvait se retrouver finalement avec plus un seul malouin dans la ville de Saint-Malo. Donc au niveau dynamisme, etc., c'est tout à fait autre chose. Le deuxième point qui était important, ce sont les déserts médicaux. Alors, le fait de ne pas avoir de majorité absolue à l'Assemblée, finalement, ça oblige quelquefois à discuter. Alors, on l'a vu parce que si on a réussi à faire bouger les choses au niveau du logement, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Et on a fait une loi sur les déserts médicaux. Alors, il y a trois
trois parties, mais enfin, deux éléments qui sont les plus importants. D'une part, la définition du numerus apertus. Vous savez, c'est l'ancien numerus clausus qui a été changé, enfin, bon, qui a été augmenté de 20%, mais qui n'est pas toujours suffisant, et qui sera défini d'une façon différente, parce qu'aujourd'hui, il est défini par le ministère et par l'ordre des médecins. Bon. C'était effectivement, ça nous a amené à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où on n'a franchement pas assez de médecins. Et la chose la plus importante sans doute, c'est que cette loi propose que désormais les médecins soient sectorisés comme les autres praticiens de médecine, comme les pharmaciens, comme les infirmières. Et effectivement, ça fait tousser un peu parce que les médecins avaient l'habitude d'aller où ils voulaient, mais si je veux être caricatural, à Biarritz ou à Nice, vous pouvez avoir un rendez-vous avec un spécialiste dès mardi prochain. Vous téléphonez lundi et vous avez votre rendez-vous. Ce qui n'est pas franchement le cas ni à Vannes et encore moins à Pleyel. Donc, vous comprenez bien que comme on a une ressource limitée, eh bien, il faut essayer de la répartir au mieux sur le territoire. On a demandé aussi à la présidente de l'Assemblée nationale que cette loi soit discutée sur une semaine réservée à l'Assemblée nationale. Parce que quand il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, les semaines réservées à l'Assemblée sont en fait prises par le groupe majoritaire qui souvent le redonne au gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement dit, bon ben toi tu vas présenter telle loi parce que ça nous intéresse, toi tu vas présenter telle loi, et finalement ce n'est pas des lois qui sont d'origine parlementaire. Là c'est une loi qui est d'origine parlementaire et transpartisane. C'est la première fois que je vois ça en 10 ans. Donc finalement, je pense que ça sera des discussions certainement très intéressantes, et avec, comme il y a des gens de tous les groupes, eh bien forcément tous les groupes sont un peu mouillés. Et donc j'espère qu'on arrivera au bout, en tout cas je le souhaite ardemment. Dernier point, parce que je vais être obligé de vous laisser, parce que j'essaye de donner un peu à tout le monde, alors je n'arriverai pas à faire 86 communes bien sûr, mais j'irai après à plus un, c'est le problème des retraites. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de retraités dans la salle, ne vous inquiétez pas, vos retraites seront payées. Je dis ça parce qu'il y a des bruits qui courent, comme quoi, ça y est, l'assurance retraite sera en déficit et qu'on ne pourrait plus payer, etc. Non, non. Il y a effectivement un déficit prévu, en gros, dans les années 2030, mais c'est un petit déficit, et dès les années 2040, la retraite devient excédentaire. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. D'ailleurs, si le gouvernement compensait toutes les exonérations de cotisations sociales qui sont faites, tous nos budgets sociaux seraient à l'équilibre. Que ce soit la Sécu, que ce soit la retraite. Alors normalement, ils devraient le faire, parce que c'est la loi Veil de 1995, mais en fait, très souvent, la majorité vote quelque chose en disant « bon, on verra l'année prochaine, on va pas compenser cette année ». Donc c'est aussi pour ça qu'on a des difficultés, si vous voulez, des déficits dans les budgets sociaux. Donc là, il n'y a pas péril dans la demeure. Nous, on a clairement expliqué au gouvernement qu'un âge de départ à la retraite à 65 ans pour tout le monde, ce n'était pas entendable. Et que d'une part, on voterait contre, et que si le gouvernement s'entêtait, nous voterions la motion de censure en cas de 49.3. On ne l'a pas fait sur les lois de budget parce qu'on a estimé que de toute façon il n'y avait pas de majorité pour avoir d'autres budgets que celui qui était présenté. Je ne vois pas comment la LFI et le Rassemblement national pourraient s'entendre sur un budget. Donc ça veut dire que les oppositions ne sont pas capables de s'entendre pour présenter un autre budget. Par contre, une autre loi sur les retraites, ça je pense que oui. Donc nous verrons bien, mais c'était, enfin, juste quand on en avait parlé, quand c'était sorti, donc il y a 6 mois, j'avais vu le président de la Chambre des métiers. Il m'a dit, écoute Paul, comment on va faire pour motiver les jeunes à rentrer en apprentissage à 16 ans si on leur explique qu'il faut qu'ils continuent à travailler jusqu'à 65 ans? Effectivement, ce qui compte, c'est le nombre d'années de cotisation. Point barre. Le reste, sinon, vous pensez bien, ça peut être franchement très inégalitaire. Tous ceux qui ont fait des études supérieures, 4-5 ans, forcément, ils ne vont pas partir à la retraite à 60 ans avec le nombre d'années. Donc ça veut dire que s'ils veulent
leur retraite complète, ils sont la plupart du temps obligés d'aller jusqu'à 62, 63, 64, voire 65, voire plus. Et par contre, ceux qui travaillent très tôt, quelquefois dans des métiers pénibles, juste encore une anecdote, mais j'ai vu cette semaine quelqu'un que je connais bien et qui, pendant 20 ans, a accroché des jambons sur les chaînes. Bon, le jambon, c'est entre 8 et 12 kilos. Sauf qu'aujourd'hui, il a les épaules qui sont mortes. Et donc, il faut qu'il fasse un autre travail. Eh bien, donc ça ne va pas être évident parce que on ne va pas forcément le mettre derrière un ordinateur. Donc il va falloir lui trouver un emploi parce qu'il est encore loin de la retraite. Et vous voyez bien que si en plus ces gens qui travaillent dans le bâtiment, qui travaillent dans l'agroalimentaire, qui travaillent sur les chaînes, s'il faut les amener jusqu'à 65 ans, je crains malheureusement qu'à un moment donné, on soit obligé de les mettre au RSA, ce qui me semble totalement injuste. Voilà, donc je serai particulièrement attentif à cette question de retraite, parce que, et en particulier à la justice sociale. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long. Je vous remercie de votre écoute, et puis je vous souhaite évidemment une très bonne année 2023, parce que bon, j'ai appuyé forcément sur les problèmes qui sont les nôtres, puisque mon travail, c'est d'essayer de faire que ces problèmes disparaissent, ou qu'en tout cas ils soient atténués. Alors, comme je dis quelquefois, quand un service fonctionne bien, en général, moi je ne le sais pas, parce que personne ne vient s'en plaindre chez moi. Donc c'est ce que je dis aux pompiers, en disant, j'ai jamais vu quelqu'un qui est passé dans ma permanence pour dire, ouais, les pompiers, vraiment ça va pas, faut changer tout ça, etc. Donc je me dis, ça doit marcher correctement, très probablement. Donc il y a plein de choses qui marchent, évidemment, et donc c'est pour ça que je me permets de vous présenter mes meilleurs vœux et de vous souhaiter la santé, un peu de réussite, et puis je pense que l'année 2023 se passera très bien pour tous. Merci beaucoup. Donc, merci d'accueillir Patrice Le Pénusic, président de la communauté de communes. Merci Boris. Je salue le député, parce que pour les déjà partis vers d'autres vœux. Donc, messieurs les élus, monsieur les maires, les élus de toutes les communes qui sont ici, les acteurs économiques, les gens de la vie associative, des corps constitués, les pompiers, les gendarmes, chers Castelbertoises, chers Castelbertois, mesdames, messieurs, c'est avec un grand enthousiasme aujourd'hui et une réelle confiance sur l'avenir que je vous adresse mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Je remercie évidemment la ville de Castelberg d'inviter la petite commune à venir ici parce que c'était des moments privilégiés pour la communauté de commune, pour être au contact au plus proche des citoyens. On communique avec les moyens habituels, mais ces moments-là sont des moments appréciables. Et en plus, ça fait 2 ans que nous ne nous sommes pas vus rencontrer dans le traditionnel cérémonie des jeux à la population. Pour autant, ces 2 années pendant lesquelles nous, les élus communautaires, avons œuvré pour lancer notre programme, le programme pour lequel nous avons été élus, et nous sommes heureux de vous présenter des actions et des projets aboutis en cours ou en devenir. Je salue d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai salué l'Assemblée, parler des maires, on est ici quasiment toutes les communes représentées aujourd'hui. Si tous les maires sont présents, ça met en évidence, et bien, si je parle au nom de l'ensemble des élus communautaires, l'unité et puis l'enthousiasme que tous les élus ont à travailler ensemble depuis 2 ans, et c'est pour moi un plaisir de présider cette communauté de communes. Depuis plusieurs années, nous constatons donc un nouveau souffle sur ce territoire, une nouvelle attractivité. Ça se traduit par un réel dynamisme économique et démographique. Boris l'a dit tout à l'heure. Alors pour ceux qui sont plus nouveaux dans la communauté, même si je sais que les habitants ne sont pas spécifiquement invités aujourd'hui, Castelberg communauté, c'est 13 communes, c'est 25 000 habitants. Et puis, on peut dire que Castelberg communauté va bien, c'est ce que je vais essayer de traduire en faisant un rapide bilan de 2022 et puis aussi vous parler un peu des projets de 2023. Ce dynamisme économique et démographique, eh bien, c'est un véritable challenge, hein. C'est une opportunité, mais aussi un challenge puisque nous devons sans cesse innover, proposer des services nouveaux qui correspondent à vos attentes, à vos besoins. C'est en ce sens que les élus communautaires agissent. On envisage aujourd'hui sur notre territoire comme un lieu de vie de développement économique, mais aussi d'épanouissement pour tous. C'est le sens de notre engagement de la politique de Castelberg communauté.
Afin d'accompagner ce projet de territoire, nous avons fait le choix de développer la politique sociale innovante, qui s'est traduit en 2022 par la création d'un CIAS, donc un centre intercommunal d'action sociale. Le CIAS a un double avantage. Il répond à la fois aux besoins de la population, tout en nous rapprochant, nous, Caisse d'Ambert Communauté, entre l'institution et les habitants. Il est essentiel de garder ce lien étroit entre une communauté de communes et les habitants pour proposer des services de qualité. C'est toujours une difficulté, qu'on soit une grosse agglo, une petite communauté de communes à taille humaine comme la nôtre, et bien autant les citoyens sont attachés à leur commune, on identifie bien les élus, même le maire ou monsieur le maire en particulier, mais pour les communautés de communes ou les agglos, parfois il y a une distance qui se crée. Et donc le CIS doit nous permettre de nous rapprocher au plus proche des citoyens. Avec ce CIS, concrètement, ce qu'on propose, c'est un accueil de loisirs, un espace France-service, une maison des parents, des centres sociaux, et veille qui préexistait, puis il y a toute une nouvelle maison POP créée en juillet 2022. Donc concrètement, on accompagne les habitants à tous les âges de la vie, du plus jeune enfant à la personne âgée. Donc c'est une force pour la communauté, mais c'est aussi un réel engagement. 2022 est aussi l'année où on a mis en place la mise en œuvre de notre PCET, le plan climat, air, énergie, territoire, qui a été adopté en février 2022. Avant, on l'a préparé, avant de faire voter. Donc plusieurs grands axes pour ce territoire ont été amorcés. Les mobilités, Boris, on a dit un mot avec le service de vélo électrique à Caisse d'Ambert, mais également la navette estivale dont la fréquentation a presque doublé, presque triplé sur l'été 2022. On travaille aussi dans le cadre du PCET à l'accompagnement et à la rénovation énergétique de l'habitat privé. Donc on a un conseil en énergie et puis on participe financièrement à certains projets éligibles. Se rajoute à cela la sensibilisation, la mobilisation, la concertation avec les habitants. C'est traduit par dans cette même salle ici, à la Sodelle, avec un grand concours d'éloquence. C'est à destination des jeunes collégiens et des lycéens du territoire. Et puis nous avons aussi innové en mettant en place des cafés citoyens qui ont permis d'échanger, de nourrir notre réflexion sur les grands enjeux tels que la mobilité, l'énergie ou l'habitat. Et Boris était une des chevilles ouvrières de ces projets. Enfin, on a débuté aussi un travail avec le monde agricole. Je crois que je vois des collègues qui sont invités aujourd'hui et je les remercie d'être ici. On a mis en place agriculteurs et bien pour travailler justement aussi sur l'agriculture, comment la rendre plus résiliente face au changement climatique dont parlait le député Paul Molac, et puis aussi par rapport au coût d'énergie que tout le monde connaît bien, évidemment. Ces deux grands projets, dont je parle du PCAET et du CIAS, ne doivent pas faire oublier l'ensemble des actions et des services que nous portons. Je pense à la piscine communautaire, à la culture avec le réseau des médiathèques, les centres culturels, la Sfodel et les digitales, ainsi que le dernier né des rendez-vous culturels, le festival bisannuel de la petite tournée et son partenariat avec les établissements scolaires. Les services d'aménagement du territoire aussi, évidemment, avec le PLUI, le service déchets qui accompagne les citoyens au quotidien. Et enfin, le développement économique qui a soutenu l'activité de nos entreprises, des artisans, des agriculteurs, dans un contexte économique assez délicat. Donc 2022 s'est achevé et a marqué les lancements de grands projets pour une évolution responsable et engagée. Les projets 2023, on change d'année, ne manquent pas. On les envisage sur le prisme de conjoncture, certes, pas forcément toujours favorable, mais ça ne nous empêche pas évidemment de nous projeter dans l'avenir. Car oui, on est optimiste et enthousiaste pour l'année à venir. On souhaite toujours mieux accompagner nos habitants, nos entreprises, pour faire évoluer et progresser ce territoire. Ainsi, 2023 verra l'aboutissement d'un projet que nous portons de longue date, la plateforme bois communautaire. Ce projet, qui associe à la fois développement économique et énergie renouvelable, et évidemment, ce sont des projets, une question cruciale aujourd'hui, doit nous faire progresser sur notre transition énergétique. Les travaux de la plateforme bois démarreront en janvier 2023, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, et devraient aboutir à la fin du premier semestre. Elle sera basée à Limercel, dans la zone d'activité communautaire de l'Ardoise. C'est un nouvel équipement qui permettra de stocker près de 1000 tonnes de plaquettes de bois. C'est issu de l'entretien des haies de notre territoire.
que les agriculteurs avec qui on peut contractualiser pourront fournir. Ça permettra de développer la filière énergie locale et renouvelable au service de tout un territoire. Les plaquettes stockées serviront entre autres à alimenter la chaudière biomasse de la piscine communautaire Beau Soleil. Donc c'est un bel exemple d'économie circulaire. 2023 verra aussi les poursuites de nos actions en faveur des acteurs économiques. Je les recite, les agriculteurs, les artisans, les entreprises, les industries. Après l'année 2022 qui a été complexe, on a constaté à quel point nos entreprises étaient résistantes. C'est une grande fierté pour nous. Nous sommes un territoire sur lequel, qui profite d'un réel dynamisme économique, c'est un territoire rural, car on dispose d'un grand tissu artisanal qui est riche, mais également d'entreprises d'exception. Je pense à la plasturgie, les mécaniques de précision, l'agroalimentaire. Ça permet à notre territoire de rayonner bien au-delà de nos frontières. Chaque année, que ce soit le pass artisanat commerce ou de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, nous accompagnons une quinzaine d'entrepreneurs. Ce sont des aides directes, financières, qui permettent aux porteurs de projets de lancer plus sereinement leur activité. 2023 verra aussi la poursuite de nos acteurs en faveur du climat. Le plan de climat, notre feuille de route, notre projet de territoire. En ce mois de janvier, nous avons lancé une grande enquête gare et mobilité destinée aux habitants, qu'ils soient usagers ou pas des gares de Malensac ou Questembert. Elle nous permettra de mieux évaluer les besoins pour nourrir notre réflexion avant d'engager de nouveaux projets. Nous continuerons également les actions de sensibilisation, les cafés citoyens, concours d'éloquence. Le conseil de l'énergie pour les particuliers sera également conduit. Enfin, on poursuivra nos actions pour le développement des énergies renouvelables sur le territoire. Du côté de la culture, nous poursuivrons notre engagement pour rendre la culture accessible avec des propositions aussi riches que variées. Je pense au spectacle vivant avec l'Asphodèle, la lecture publique avec les 13 médiathèques qui sont en réseau sur toutes les communes, les arts visuels avec le centre culturel et digital. On poursuivra aussi nos actions dans cette commune ici à Questembert avec le salon du livre jeunesse de Questembert, en proposant des rencontres avec des auteurs dans chaque classe primaire du territoire. On le fait depuis plusieurs années, mais on continue. De plus en plus, nous reconduirons l'opération du chèque livre donc, dans toutes les écoles primaires du territoire afin de favoriser la lecture dès le plus jeune âge. Pour les plus petits, 2023 verra le grand retour du festival jeune public Festimo avec des rendez-vous dans toutes les communes. Ce sera donc riche en culture et en découverte. Du côté des loisirs, on œuvre avec, aux côtés de Rochefort-en-Terre Tourisme pour développer la randonnée, les itinéraires, les circuits, le balisage. On travaille pour étoffer l'offre et la rendre plus visible et surtout en direction du plus grand nombre. En parallèle, on soutient le développement de l'activité de base loisirs de Moulin-Neuf Aventure et on œuvre pour tous les habitants du territoire. Je vous y invite à participer pour que ce loisir puisse profiter. C'est un lieu assez unique et ainsi cette année pour attirer nos plus jeunes habitants. Chaque activité est offerte à tous les écoliers et collégiens du territoire afin qu'ils profitent pleinement de cet équipement communautaire et ça a plutôt très bien démarré puisque 2022 a été une belle réussite en termes de participation. Toujours dans cette logique de découverte, la piscine communautaire Beau Soleil s'engage depuis de nombreuses années aux côtés des établissements scolaires pour que nos plus jeunes habitants bénéficient d'un apprentissage de la natation de qualité. Pour l'année scolaire 2022-2023, nous allons plus loin en offrant à la fin de chaque cycle d'apprentissage de la natation une entrée gratuite dans notre bel équipement à tous nos apprentis nageurs. Pour les plus petits, les adultes et les seniors, on dispose d'une offre adaptée à tous les âges. Donc on a un équipement de qualité qui permet de profiter d'une offre unique de loisirs. Il ne faut pas vous en priver, évidemment. 2023 s'annonce encore donc riche en actions et en projets pour le territoire, ses habitants, ses acteurs économiques. Je ne les citerai pas tous, évidemment, mais sachez qu'ils sont pensés pour vous, pour votre territoire, et qu'on a à cœur, tous les élus communautaires, pour que chacun s'épanouisse au centre de notre belle et dynamique communauté de communes. Ce que fait la communauté, évidemment, je l'ai dit, mais je voudrais que tout le monde, j'insiste un peu là-dessus, évidemment, on le fait main dans la main avec toutes les communes, et particulièrement avec la licence de Questembert, parce que la communauté ne peut pas travailler, elle n'est que la réunion de toutes les communes à travailler ensemble. Et donc, en conclusion, je vous dirais que c'est vraiment grâce à l'implication de tous, les élus dont j'ai parlé plusieurs fois, mais aussi les agents communautaires, les partenaires,
que ces beaux projets deviennent possibles et réalisables. Je ne veux pas être plus long, parce que Boris doit reprendre la parole, et donc je voulais vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Merci à vous, merci à tous les acteurs économiques, et puis je vous réadresse une dernière fois mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette année 2023, et une très très belle année, donc à démarrer ensemble. Voilà. Je vous remercie, et je vous souhaite une bonne fin de matinée. Je vais faire plus court cette fois, mais c'était important pour moi en tant que conseiller départemental de donner quand même effectivement aux forces vives de Christambert. Alors, je m'excuse auprès des élus qui vont entendre ce discours. Je vais le modifier évidemment légèrement dans chaque commune, mais conseiller départemental depuis 1 an et demi. En tant que conseiller départemental, notre rôle principal, c'est d'accompagner dans les compétences qui sont celles du département les actions qui sont les vôtres au niveau communal. Pour autant, on a des compétences qui sont des compétences quasi uniques. Je commencerai par celle de service d'incendie et de secours. J'ai la chance et le grand honneur d'être vice-président de cet établissement départemental. Je prends un plaisir chaque fois renouvelé à aller dans ces instances, aller dans ces cérémonies. En revenant sur ce qui s'est passé à Questembert, et évidemment l'incendie était modeste au regard de ce qui s'est passé à Campénéac et ailleurs sur le territoire morbihanais, mais réaffirmer l'engagement des services publics autres pour concourir à la bonne tenue des services de secours sur le territoire est vraiment crucial. Et ceux que je rencontre au quotidien sur ce sujet savent que c'est un sujet que je ne connaissais pas avant, et qui me ravit à chaque fois, et j'y apprends plein de choses. Et je participe modestement avec l'équipe soutien et logistique à l'élaboration du plan d'équipement. Et je dois saluer là le travail de la nouvelle mandature qui a mis en place un plan d'investissement très important pour rattraper le retard, certes pris dans la fin du mandat précédent, mais significatif. Situation expliquée par Paul très importante qui fait que au niveau international, les équipements coûtent beaucoup plus cher, en moyenne 30 à 50% de plus pour, prenons la petite échelle, la petite grande échelle de vannes que nous venons d'acquérir, qui en moyenne valait à peu près, allez, on va dire 380 000 €, on va la payer plus de 500 000 cette fois. Voilà, juste pour vous donner une idée des difficultés dans lesquelles nous sommes. Si on revient au sens général sur le département, le changement de présidence qui a eu lieu avec l'arrivée de David Appartient apporte à bien des égards un vent nouveau sur l'Assemblée départementale. Premièrement, sur les relations extrêmement cordiales que l'on a. On a beau être dans l'opposition, il nous écoute. Et de l'aveu même du président lors du dernier discours d'orientation budgétaire du mois de novembre, nous sommes une opposition constructive et qui amène de la qualité au débat. C'est le rôle d'une opposition. Nous l'avons senti aussi sur la gestion qui était strictement budgétaire précédemment et qui maintenant s'adoucit avec, il l'a dit, et je reprends ces mots, un mandat de départemental qui sera celui du social. Parfait. Cependant, nous avons déjà pu observer quelques limites, mais c'est bien normal, c'est le rôle des mouvances politiques. Le département Morbihan est riche et devrait se positionner de manière un peu plus forte sur certaines thématiques. Notre rôle, et mon rôle en tant que conseiller départemental, et je m'exprime au nom de Marie, effectivement, qui n'est pas là ce matin, c'est d'apporter des éléments nouveaux, d'alerter, de provoquer des débats sur les difficultés quotidiennes des citoyennes et des citoyens. L'exemple le plus marquant que j'ai eu pour ma part, c'est d'avoir réussi à imposer un débat d'1 heure dans l'Assemblée départementale pour mettre en évidence la difficulté des domiciles partagés qui, dans le cadre de l'avenant 43, ne pouvaient pas bénéficier des mêmes aides que celles des services d'aide à domicile ou des EHPAD, dans le cadre du Ségur de la santé. Ce débat a permis d'accélérer le travail du département et, encore une fois, de l'aveu même de tous les élus de la majorité, puisque ce sont des élus de tout le territoire et ils ont des domiciles partagés sur leur territoire, ils ont vu que c'était nécessaire. En tant que membre de ce groupe, qui se dit d'opposition, nous travaillons aussi pour pousser les curseurs, des fois
non naturel pour la majorité départementale. Je prendrai un exemple qui nous tient à cœur, que j'ai porté l'année dernière, le programme de solidarité territoriale est le programme qui permet d'aider les collectivités dans les subventions à l'équipement, à l'investissement dans nos communes. Nous avons obtenu pour le budget 2023 une majoration de 5 points du taux de subvention qui va bon an, mal an, de 20 à 50%, ça dépend des territoires, ça dépend aussi du montant, de la typologie du projet. 5 points donc, je disais, sur les projets de rénovation et de réhabilitation durable des équipements d'intérêt général. Et ça, c'est bien notre groupe qui l'a porté. Concernant la solidarité, un budget de 414 millions d'euros sur quasi 800. Donc c'est le budget principal. Nous avons voté un schéma départemental de l'autonomie, en portant une journée spécifique de consultation de tous les acteurs associatifs, privés et publics de l'action sociale. Nous avons mis en évidence des lacunes dans ce schéma. Le président s'est engagé à tenir compte de ce que nous avions mis en évidence, et je prendrai un seul exemple, c'est Marie qui le porte au sein de la commission qui traite ces affaires-là, le domaine de l'autisme. À ce jour, il n'y a aucun volet autisme dans le schéma départemental de l'autonomie. Pour un département qui en a les moyens, ce n'est pas normal. Dans le domaine de l'insertion, nous voterons un schéma départemental de l'insertion professionnelle, une compétence particulière du département. Nous avons effectué de la même manière une journée de concertation, puisque les journées de concertation que fait le département ne sont pas publiques, ne sont pas ouvertes à tout le monde, et cela nous pose des problèmes. Dans un territoire où le chômage frôle les 5,5%, c'est-à-dire quasi le plein emploi, la difficulté d'employabilité des personnes qui sont encore au chômage est très grande. Ce sont des personnes qui peuvent difficilement prendre des emplois techniques et complexes, y compris dans les entreprises industrielles, artisanales, commerçantes ou agricoles de nos territoires. Je sais que vous le vivez potentiellement au quotidien, soit dans la difficulté de recrutement, soit dans la difficulté d'accompagnement de ces personnes en difficulté. Sur la politique de mobilité infrastructure routière, commission à laquelle j'appartiens, le département, et c'était pour le moins normal avec un président du CI à sa tête, se dote d'un schéma départemental cyclable. Le président était optimiste, voulait nous le faire voter au mois de décembre de cette année. Il s'avère que nous avons un tel retard sur notre département que nous devrons le voter probablement plutôt à la fin du premier semestre. Pourquoi du retard? Parce qu'il y a des départements comme la Loire-Atlantique, mais la Haute-Savoie aussi, qui travaillent sur ce sujet des liaisons cyclables à l'échelle départementale depuis plus de 10 ans. Donc le département a mis un budget significatif de 25 millions d'euros sur ce sujet-là. Il sera maître d'œuvre sur certaines voies qu'il aura identifiées en accord avec les intercommunalités, puisque en tant que vice-président en charge des mobilités, je travaille également sur ce sujet-là, mais c'est lui qui en sera maître d'œuvre. Pour autant, nous avons 2 dispositifs au sein du département qui peuvent nous aider. Un dispositif qui est l'accompagnement des investissements de voirie communale, s'agissant des voiries douces, avec, pour des projets éligibles à d'un montant de 750 000 euros, un plafond d'environ 30% des subventions. De la même manière, plus anecdotique parce que beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, le département subventionne à hauteur de 50% les communes qui souhaiteraient faire un ouvrage de franchissement d'une départementale qui aurait un montant maximum de 1,5 million. Faire un pont au-dessus d'une départementale, ça ne se fait pas tous les 4 matins, mais il pourrait y avoir des cas où c'est strictement nécessaire dans le département. Toujours dans le cadre des mobilités, j'ai porté une demande dès la fin 2021 que le département participe à l'association Vélo et Territoire. C'était le seul département de France à ne pas participer à cette association qui est un creuset de réflexion important et d'échange pour définir les bonnes pratiques en termes de mobilité, cyclable notamment, sur nos départementales. Et c'était presque drôle puisque du coup je l'ai titillé sur ce sujet-là. Il s'avère que la présidente de cette association est vice-présidente de la région du département de Haute-Savoie, qui est le département qui est le plus en avance. Il s'avère qu'il a une maison quand même en Haute-Savoie, parce que le siège de l'ECI, pas sans savoir qu'il est à Genève, enfin il n'est pas tout à fait à Genève, mais il était à côté de Genève, donc il connaît bien ce département, et il a avoué de lui-même qu'effectivement nous avions beaucoup à apprendre de ces départements. Donc toujours ce rôle-là que nous on joue, et je ne départirai pas de ce rôle. Un petit mot sur la départementale 775, c'est celle qui traverse tout notre territoire.
communautaire et même cantonale. Si je parle avec les 3 communes de Tréguion, Suniac et Elvin qui s'ajoutent au territoire Questenberg Communauté. Le projet est toujours en difficulté puisqu'il y a encore des risques juridiques sur la portion qui est celle de la Vraie Croix et sur la portion qui va de la Vraie Croix jusqu'à Malensac par exemple. Le sujet n'est pas porté de manière extrêmement forte. La prédominance des services départementaux dans les prises de décision est encore selon nous trop importante et j'engage tous les maires que je rencontre à s'appuyer de leur conseil départemental pour solliciter les services parce que c'est bien le poids politique qui doit aider à prendre les décisions. Je profite de la tribune qui m'est donnée aujourd'hui en tant que conseiller départemental pour envoyer un message à toutes les associations. Je change de rubrique, je suis plutôt sur l'accompagnement des territoires au sens social. Beaucoup de subventions sont disponibles au sein du département, il faut tout de même aller les chercher et comme bien souvent tout n'est pas si simple que ça pour aller les chercher, j'en prendrai une à titre d'exemple. Chaque association du territoire, qu'elle soit sportive, médico-sociale, sociale, culturelle, peut solliciter une subvention à hauteur de 50% pour l'acquisition d'un véhicule, tout type de véhicule, que ce soit un véhicule utilitaire, que ce soit un véhicule pour déplacer des jeunes lors de compétitions sportives, dans la limite dans une échelle de 3 à 25 000 euros. Et dans la limite d'une fois tous les 3 ans, vous n'allez pas vous transformer en équipementier automobile. D'une manière générale, je redis aux associations, n'hésitez pas à faire passer vos demandes par nous ou à nous mettre en copie de vos demandes. Ça ne sera que d'autant plus facile pour moi de les porter en commission permanente puisque celles-ci passent toutes en commission permanente pour évaluation. Pour conclure, le bilan de l'activité que l'on a avec Marie, c'est un travail hebdomadaire de tous les dossiers au niveau du département avec les élus du groupe auquel j'appartiens, pour étudier l'ensemble des thématiques, rencontrer les acteurs de terrain et échanger avec les élus de toutes les collectivités, y compris en dehors du canton. Une réunion annuelle avec les élus du canton. De manière conviviale, nous échangeons sur les problématiques du territoire et nous regardons ce que nous pouvons avancer. Des permanences dans chaque commune, Marie ou moi, durant lesquelles nous accueillons tous les citoyens qui le souhaitent pour échanger des sujets du département, notamment dans le domaine social, parce que c'est bien souvent cela qui est le plus difficile. Nous ne nous substituons pas aux centres médico-sociaux ni au CCAS, mais dans certains cas, les personnes préfèrent venir nous voir en direct. À titre d'exemple, nous avons soulevé la non-revalorisation des rémunérations qui sont faites aux familles qui accueillent des personnes handicapées, notamment chez eux. Et cette non-revalorisation date de 13 ans. Nous espérons que le département va pouvoir y remédier. Nous savons que les temps qui s'avancent seront difficiles. Modestement et avec notre énergie au département, nous continuerons sur ce chemin de proposer des choses. Et, comme souvent, elles sont justifiées, le département, dans la majeure partie des cas, les reprendre. C'est à ça que sert une opposition. Donc je ne ferai pas plus long sur le département. Je vous présente les vœux au nom de Marie et au nom du conseil départemental et évidemment au nom du conseil départemental du Morbihan. Merci. Dernière ligne droite avant le pot convivial. La remise des médailles, et donc Jacqueline, je te demande de prendre la parole. Je vous rassure, je vais essayer de faire vite. Ceci étant, permettez-moi à mon tour de vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour 2023, tant personnel bien évidemment que professionnel, et aussi associatif. Ces vœux sont pour nous un moment important de rappeler combien les associations jouent un rôle essentiel pour l'animation et le dynamisme de notre commune. Vous contribuez à faire que la vie de notre cité soit harmonieuse et qu'il y fasse bien vivre. J'ose dire, et j'aime bien rappeler ça aussi de temps en temps, que vous êtes des acteurs indispensables au service
de l'intérêt général, tout comme nous sommes, nous élus et services municipaux ou intercommunaux. Mais bien évidemment, cela ne serait pas possible sans l'implication sans faille de tous les instants de très nombreux bénévoles, ces invisibles, comme j'aime le dire, qui sont des piliers indispensables du tissu associatif. Nous avons souhaité renouveler avec cette tradition qui consiste à remercier lors des vœux de la municipalité des bénévoles pour leur engagement qui, je le rappelle, constitue une véritable richesse pour notre commune. Monsieur le maire va remettre à 3 d'entre eux la médaille de la ville en remerciement de leur implication dans la vie associative et celle de notre cité. J'appelle maintenant à nous rejoindre ici sur cette estrade Madame Charlie Ruffus, Madame Monique Thomas et Monsieur Yves Martin. Alors, donc moi je suis Sylvaine Pissier, vous m'entendez pas? Non, parce qu'on m'a dit que quand je mettais trop près, ça faisait des poum. Donc c'est pour éviter ça. Donc une voix féminine, tiens, c'est la première depuis le début de cette cérémonie, ça vous fait du bien. Hein, voilà. Donc parmi nos missions d'élus, il y a celle qui consiste à participer à la remise de la médaille de la commune à une personne suffisamment remarquée et remarquable pour la recevoir. Mais le discours qui doit accompagner cette cérémonie, finalement, moi je ne l'apprends pas à l'école, encore moins lors d'un stage, et pourtant, il s'agit bien d'un moment que je ressens comme solennel, partagé et mérité. Alors solennel, parce que c'est Monsieur le maire qui remet la médaille, partagé parce que vous êtes là déjà, et mérité parce que au-delà de ce beau colifichet, Monique, tu verras, nous saluons toutes et tous l'engagement d'une personne qui, en plus d'habiter le territoire, le sert bénévolement depuis longtemps par sa présence participative et active. Alors vous l'avez tous compris, Madame Monique, alias Momo, parce que nous on aime bien l'appeler Momo, est une de ces personnes qui, toujours accompagnée de son inséparable mari, Philippe, est à nos côtés pour que l'organisation de nos événements culturels reste festive, chaleureuse et appréciée de tous. Alors Monique, en plus d'être présente sur nos événements culturels, a intégré le comité culture qui, avec quelques élus qui sont là dans la salle et d'autres personnes issues de la société civile qui sont là, merci, se réunit régulièrement pour réfléchir sur la mise en œuvre de notre politique culturelle et faire en sorte qu'elle ait un réel écho populaire au sens noble du terme, bien sûr, et pour qu'elle reste accessible à tous les habitants du territoire et aux touristes qui viennent le visiter. Alors c'est simple, Monique est une citoyenne castambertoise qui sait tout faire. Elle participe à élaborer les programmations du Festival de la Lune Rousse, Festival des cultures celtes, des pique-niques estivaux de l'Inopiné Festival. Elle accueille le public, le guide, héberge les artistes, nous concocte des petits plats lors des pique-niques, des petits plats, je vous assure, qui ravissent les papilles, aussi bien des artistes, des élus, des organisateurs, que celles de nous journalistes, c'est pas pour vous dire qu'ils sont bien gourmands, et même parfois des spectateurs. Et pour tout ça, Monique, ma chère Momo, nous sommes vraiment et sincèrement heureux et fiers de te décerner cette belle médaille communale et pour que tu continues surtout à nous régaler de ta présence et à nous combler des effluves de tes bons petits plats. Donc, s'il y a des candidates, des candidats parmi vous dans la salle pour recevoir cette médaille l'année prochaine, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire.
tu souhaites dire un petit mot. Ben, je suis très émue de cet honneur qui m'est fait. Ça fait 11-12 ans que nous habitons Questonberg, ville que nous avons choisie où nous ne connaissions personne. Et maintenant, je vois qu'il y a beaucoup d'amis. Merci. Alors, je prends le relais sur l'action sociale, comme le disait Monsieur le maire. L'action sociale, c'est parfois moins flamboyant que d'autres actions. Il a fallu faire un choix. Le choix fut difficile, tant nos bénévoles dans l'action sociale travaillent dans l'ombre, sont souvent invisibles, et tant ils sont nombreux. Néanmoins, il y a une évidence, et Charline qui est avec nous, le choix a été très vite fait. Charline, l'histoire, elle a quasiment commencé dans cette salle, il y a une dizaine d'années. Quand elle est arrivée à Questonberg avec son mari Marc, ils ont assisté à la cérémonie des vœux, où à l'époque ils étaient invités comme nouveaux arrivants. Et assez spontanément, ils ont rejoint le Club de l'Amitié. Club de l'Amitié qu'ils n'ont quasiment pas quitté depuis, puisque Charline en est la présidente depuis 2016. Elle est connue et reconnue de tous, donc c'est naturellement à ce titre que nous la choisissons, mais pour plein d'autres choses. Car depuis cette dizaine d'années, Charline a rejoint le conseil d'administration de l'EHPAD, le conseil d'administration du CCAS, où elle est très active à nos côtés, mais également les Restos du Cœur, où elle assiste les collectes. Elle nous aide beaucoup et j'en profite pour remercier tous nos bénévoles qui gèrent notre local d'accueil pour les sans-abri. Parce que ce local, il ne peut exister que grâce aux bénévoles. Sans eux, je pense qu'on devrait le fermer et il ne pourrait pas vivre. Et c'est une action parfois complexe et compliquée avec un public très fragile et vulnérable. Et Charline, c'est aussi quelqu'un qu'on n'ose plus appeler parce qu'elle dit toujours oui. Et on a un petit peu peur de la déranger. Parce que dès qu'on engage une action, que ce soit les centres de vaccination, les collectes pour l'Ukraine, quelles que soient les actions, avant qu'on l'appelle, elle dit « si vous avez besoin, n'hésitez pas, je serai là ». Et pour toutes ces actions, on tenait à la mettre à l'honneur aujourd'hui et à lui décerner la médaille de la ville. Donc ça... Merci beaucoup Charline, et si tu veux dire un petit mot. La médaille que je reçois aujourd'hui, je vais la partager avec les adhérents du Club de l'Amitié, dont j'aurai l'Assemblée Générale mardi. Je suis très émue de recevoir cette médaille, mais tout ce que je fais, je le fais naturellement. Ce matin, je suis passée au local des sans-abri, lui déposer du pain. C'est vrai qu'on en tire une leçon de morale des sans-abri. C'est là qu'on voit qu'il y a de la misère quand même. Il y a beaucoup de difficultés par moment parce que, c'est pas toujours facile, mais on essaie, toute l'équipe essaie de faire le maximum pour les réconforter. Voilà, je vous remercie. Et on termine par le sportif. Vous êtes, à mon sens, le parfait exemple de cet engagement sans faille de tous les instants, comme je le disais tout à l'heure dans mon propos introductif. Vous êtes en effet le président du judo club depuis 1983, me semble-t-il. Vous êtes aussi impliqué au niveau départemental auprès des tout-petits pour leur apprendre ce qu'est le judo, ce qu'est surtout la philosophie et l'engagement du judo. C'est ce que je retiens moi aussi surtout. Je suis allé voir un petit peu ce que c'était que cet engagement, le Bushido et autres. J'avoue que c'est un très bel engagement, à titre personnel. Et puis, je vous connais depuis fort longtemps. La première fois que j'étais élu, c'était en 1995, et je vous ai croisé déjà à l'OMS, entre autres. Sur tous les événements sportifs, vous êtes là. Et tout dernièrement, vous étiez encore présent, je crois, au foulée Questonberg. On s'est croisés. Depuis 1986, j'ai raté qu'une fois. Si, je ne cours pas. Moi, je tenais à vous dire
à vous dire un grand merci pour cette énergie que vous mettez au sein de votre club, mais aussi plus globalement pour l'énergie que vous mettez aussi pour la vie dans notre commune. Un grand merci encore. Je vous remercie tous. C'est toujours émouvant. Hein. On a l'habitude de travailler un petit peu dans son coin. On se fait pas attention, les années passent, etc., etc. Bon, je ne pense pas que ça va durer encore longtemps parce que je ne vais pas rester comme Drucker, machin. Mais voilà, ça me plaît. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être sur le tapis avec les enfants. La population du judo a beaucoup changé parce que maintenant on accueille les enfants à partir de 4 ans. Avant, c'était plutôt cadet, junior, senior. Et puis les compétitions. Bon, ça a changé, on s'adapte, ça marche bien quand même, c'est 80 élèves, donc ça tourne. Et puis, on va continuer, on changera peut-être de fonctionnement plus tard, je ne sais pas. Et puis j'espère qu'un jour, la vie associative, grâce à Madame Sherpa, c'est ça, sera simplifiée. C'est tout ce que je peux dire. Merci encore, et tout le monde. Merci. S'il y en a qui veulent faire des photos parmi les proches, je voulais juste conclure du coup cette cérémonie de remise des médailles. Alors pour remercier évidemment les adjoints qui ont travaillé là-dessus, juste pour redire ce que j'ai dit bon an mal an le jour des trophées d'OMS, mais qui est valable pour toutes les associations. On a parlé chiffres tout à l'heure en tant que maire, en tant que conseiller départemental, en tant qu'intercommunalité. Ce qu'ils font est sans valeur pour nous, au sens que nous ne pouvons pas leur donner, mais elle est d'une valeur immense pour la commune, puisque, effectivement, s'ils ne sont pas là, tout ça, nous ne le ferions pas, nous, en tant qu'élus des services publics. C'est en ça que la médaille est tout à fait justifiée. Merci et bravo à vous trois.